Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette entrevue exclusive avec Samantha Power, administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. À ce jour, la plus importante agence bilatérale de développement au monde. Avant cela, Madame Power a été la plus jeune représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies. Elle est également écrivaine et lauréate du prestigieux prix Pulitzer. Nous avons le plaisir de la recevoir donc à Rabat aujourd'hui pour cette entrevue exclusive. Nous ferons en sa compagnie un bilan d'étape des actions de USAID ici au Maroc. Nous allons également aborder la situation désastreuse, la situation humanitaire désastreuse à Gaza, et nous allons aussi mieux comprendre l'approche et la politique d'aide au développement des États-Unis en Afrique en ces temps de rude concurrence. Administrateur Samantha Power, merci beaucoup d'être présente parmi nous. Merci à vous. Je suis honoré d'être présente parmi vous. Avant de traiter les sujets de votre visite, est-ce que vous pouvez nous parler des réalisations et des accomplissements de l'Agence américaine de développement international? Quelles sont les réalisations majeures que vous avez faites ici au Maroc? À vrai dire, les États-Unis d'Amérique travaillent avec le peuple marocain depuis la fin des années 1950 et vous savez que très bien, l'USAID ça a été fondé en 1963 par John F. Kennedy et après ce moment-là, c'était l'élan de l'USAID. Je pense que la chose qui m'a frappé lors de ma visite, c'est l'impact de notre partenariat dans le domaine de l'éducation. Le ministère de l'Éducation marocain a une appropriation importante. Ils savent très bien ce qu'ils veulent atteindre. Et l'Agence américaine de développement international, USAID, essaye de voir comment on pouvait améliorer, bien sûr, les techniques de lecture, les nouvelles technologies dans la scolarisation des enfants. Et nous avons pu voir collectivement quels ont été les résultats de notre intervention, le corps professoral, les étudiants. Et nous avons pu apprendre l'ensemble de ce qui a été fait et amplifier cette expérience-là. Nous avons amélioré le curriculum qui a pu profiter à plus que 4,5 millions d'enfants marocains. Ça, c'est quelque chose qui a concerné l'ensemble des niveaux scolaires, de première année primaire jusqu'à sixième année primaire. C'est un travail extraordinaire que nous faisons ensemble avec le gouvernement marocain aussi sur la question du changement climatique. Nous savons très bien que le gouvernement marocain aspire à atteindre plus que de 40% de son mix énergétique venant des énergies renouvelables. Nous, à l'instar des autres pays du monde, nous regardons de très près ce que fait le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables et nous savons très bien que les challenges et les défis sont énormes pour l'ensemble des pays du monde. Mais la manière dont le Maroc a pu voir ça est une façon très forte. Je pense que c'est un travail qui devrait être fait ensemble entre l'ensemble des parties prenantes, notamment les agriculteurs, les académiciens, les petites entreprises, les petits agriculteurs, les femmes agriculteurs, surtout ces dernières qui essayent de s'élancer à travers des coopératives ou autres. Ça serait bien de leur donner de la confiance en soi. C'est un partenariat qu'on aspire, qui va évoluer encore de plus en plus et que l'agriculture et d'autres industries puissent être alignées avec l'ensemble des choses qui risquent d'être imprévisibles pour le changement climatique. L'approche de l'Agence américaine de développement international, c'est à travers la localisation de vos actions. Je suis ravi que vous avez parlé de ça. Je sais très bien que le gouvernement marocain et le peuple marocain sait comment faire les choses et pourquoi nous allons venir dans un pays pour leur montrer comment faire les choses. Nous, l'USAID, qui représente le peuple américain, fournit ses ressources à l'ensemble des pays du monde. Nous savons très bien qu'à travers le temps, nous sommes devenus un peu plus veillants que l'argent ne soit pas éparpillé, que soit dépensé de façon rationnelle, que ça soit volé. Donc, nous
nous savons très bien qu'il y a des organisations qui ont beaucoup de choses à offrir au niveau de leur communauté et il faudrait établir des priorités dans ce sens-là. Donc, sous l'administration Biden, nous avons procédé à une localisation renforcée et le Maroc est un leader dans ce domaine. La plus grande partie de notre staff à l'USAID, ils sont de nationalité marocaine, ils sont de ressortissants marocains, des locaux qui savent. Il y a des personnes qui vont prendre leur retraite la semaine prochaine, qui ont passé plus que 28 ans au niveau de l'Agence américaine de développement international. Ils savent très bien comment réduire la procédure administrative, comment faire les choses. Ce n'est pas juste simplement de faire ces choses-là de façon abstraite depuis le début, mais faire une conception basée sur les besoins sur le terrain. Le USAID Maroc et sa mission représente vraiment une mission leader dans le monde pour les autres USAID. Et vous savez très bien que ce qui se passe, c'est que les autres missions, parfois, ou des autres agences internationales, quand ils quittent le terrain, il n'y a pas de pérennisation ou de durabilité de leur projet. Donc, nous, on voudrait à ce qu'il y ait des investissements qui soient appropriés par les associations et les organisations gouvernementales. Je pense que les chiffres ont tendance à augmenter et je suis sûr et certain que l'équipe du USAID Maroc, parfois, ils travaillent H24 quand ils font leur travail. En termes de staff, en termes de personnel, en termes aussi de supervision, de contrôle, vous savez très bien que nous avons des comptes à rendre aussi au niveau de Washington. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure par rapport au secteur d'éducation, ça, ce n'est pas nous qui fournissons des ressources au ministère de l'Éducation. Parce que le ministère de l'Éducation vont dire, écoutez, nous n'avons pas besoin de vos ressources, mais nous avons peut-être un savoir technique ou des compétences un peu plus techniques sur lesquelles nous avons besoin de davantage de renforcement de capacités. Et ça serait bien de pouvoir mettre les communautés pour lesquelles nous travaillons en ligne de front, qu'ils soient prioritisés. Et eux, ils sont les mieux positionnés pour savoir ce qui est le mieux pour eux. Nous, nous ne savons pas la langue berbère. Nous, les Américains, quand on vient ici, on prend contact avec le peuple marocain et on apprend. Mais notre équipe sur le terrain, je répète encore une fois, c'est une équipe à grand nombre des Marocains et ils ont des membres de famille, leurs proches ou des connexions ou des relations qui peuvent les aider dans la mission qu'ils sont en train d'accomplir. Administrateur Power, vous avez terminé récemment une visite sur le terrain dans la commune d'Arbaloum et vous avez pu voir l'ensemble des réalisations qui ont été faites par le programme du USAID et par rapport au programme de réhabilitation des écoles qui ont été sinistrées par le séisme. Et je sais que l'USAID a un programme dédié à ça. Tout d'abord, laissez-moi juste encore une fois, 8 mois après, étendre et réexprimer mes condoléances pour le peuple marocain. Vous avez passé par une épreuve très dévastatrice. Il y avait beaucoup de vies humaines qui ont perdu des moyens de subsistance. Et dans un moment comme ça, la riposte et la réponse du gouvernement marocain étaient exemplaires. Et notre souci à l'époque, c'était comment on pourrait soutenir l'intervention du Maroc dans ce sens-là. Nous avons pu voir des écoles qui ont été détruites complètement ou qui ont subi des dommages substantiels. Il y avait des enfants qui étaient scolarisés dans des tentes et parfois aussi avec les conditions climatiques sévères dans ces régions-là, ce n'était pas du tout évident. Donc nous avons décidé, encore une fois, de travailler en partenariat avec l'UNICEF et avec les associations locales au Maroc pour réhabiliter les écoles. Et bien sûr, la dernière chose que vous voulez après un tel traumatisme, c'est que les enfants quittent l'école. Nous savons très bien que c'est la jeune génération, elles sont passées par plusieurs épreuves, notamment la pandémie Covid, qui a interrompu le cursus scolaire de plusieurs millions d'enfants. Nous allons procéder à la contribution dans la réhabilitation d'une soixantaine d'écoles dans la région. L'important, ce n'est pas seulement reconstruire. Certes, il est significatif et c'est important que ces écoles puissent avoir les fournitures scolaires nécessaires, mais aussi l'appui psychologique, parce que ces enfants sont passés par une épreuve
traumatisante. Beaucoup d'entre eux sont encore sans domicile, sans toit. Et je sais que le Maroc continue à faire des efforts pour que ces personnes puissent reconstruire la maison et puissent avoir un domicile fixe. Donc, nous, notre contribution, c'est d'essayer de leur fournir un appui aussi psychologique et qu'on puisse capitaliser sur ces gains pour les générations futures. Si on pourrait leur donner le soutien psychosocial important à travers un ensemble de services. Donc, nous avons entendu ce que la communauté voulait, quelles sont les priorités de vos communautés. Et le message clé que nous avons pour les communautés, c'est que nous n'allons nulle part. Nous allons rester avec vous jusqu'à ce que votre récupération rétablissement, revenir à l'état initial soit achevé et complété. Et nous allons continuer à travailler avec le gouvernement et le peuple marocain confrère. Vous savez, en plus de l'éducation, ils avaient un axe important sur lequel vous intervenez, c'est le changement climatique. Et notre visite que vous avez menée hier, c'était aux locaux de l'université Mohamed VI Polytechnique. À vrai dire, c'est un endroit magnifique. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais ébloui. Vous avez signé aussi, je pense, un protocole d'accord avec l'UMCSP et d'autres partenaires. Ma question est la suivante. Comment la mise en œuvre effective de ce protocole d'accord va aider à atténuer l'impact du changement climatique? Et quelles sont les communautés que vous allez cibler à travers ce protocole? Je vais vous donner juste un certain nombre d'exemples. Le fait de voir ces artisans, ces petits entrepreneurs, était quelque chose de frappant. Nous, au niveau de l'USAID, à travers notre partenaire Give Directly, nous donnons des subventions et des mandats cash pour les femmes et pour les petits entrepreneurs. Ces entrepreneurs viennent vers nous et nous disent « Écoutez, j'ai besoin de tel et tel équipement pour commencer mon activité artisanale ou autre. » Et on sait que l'être humain veut améliorer le rendement de leurs terres agricoles. On essaie de leur fournir ces ressources. Certes, le cash est important, ces subventions pécuniaires sont importantes et chacun peut disposer de ces fonds et les utiliser comme il veut. Et ces artisans, ces personnes, ils ont des priorités auxquelles ils doivent répondre. Et c'est à eux d'établir ces priorités. Certes, comme j'ai dit, donc ce cash est important, mais le partenariat avec l'UM6P est important. J'ai pu voir la faculté, les étudiants, ils font un travail de recherche incroyable. À vrai dire, ce qu'ils font en tant qu'UMCSP, c'est de fournir la formation et l'assistance technique à ces femmes agriculteurs, à ces artisans, à ces petits entrepreneurs. J'ai pu voir un des messieurs hier qui faisait des chefs-d'œuvre du point de vue artisanal. Il faisait tout à base de recyclage de déchets. Il n'y a pas de raccourci par rapport à la détermination, par rapport au savoir des personnes. Parfois, tout ce que vous avez besoin, certaines personnes, elles ont besoin juste d'un petit montant d'argent pour commencer. Et je suis sûr et certain que les personnes vont prendre leur propre élan par eux-mêmes. Nous allons continuer dans ces efforts-là, c'est-à-dire prendre le savoir-faire technique, l'assistance technique, l'appui et la formation, et essayer de fournir ça à ces petits entrepreneurs en ramenant aussi des ressources qui vont être un élément catalyseur au début de leur entrepreneuriat. Mais ce que j'ai appris à travers l'expérience marocaine, c'est qu'on doit suivre le leadership des personnes et des ressources locales au Maroc. À travers ces exemples, votre visite dans l'école sinistrée dans la région d'El Haouz et par rapport à changement climatique, passant d'une crise à une autre, à une crise un peu d'ampleur majeure, la crise de Gaza. Après 7 mois de situation et une situation chaotique qui peut-être n'a jamais été enregistrée dans l'histoire.
on peut voir que l'assaut à Rafah et la saisie par Israël de l'ensemble ou de la grande partie des aides humanitaires acheminées aux Palestiniens. Comment vous pouvez intervenir pour changer la situation? C'est une question très importante. C'est un sujet sur lequel moi et mon équipe de travail, nous passons la grande partie de notre temps. Il y a deux choses, tout d'abord, que je voudrais dire. Tout d'abord, dans la conduite de cette guerre qui vise à éliminer la menace posée par Hamas, en même temps, il faudrait préserver la vie des civils et des travailleurs sociaux. Depuis le début de cette crise, le président Biden, en coordination avec le Premier ministre Netanyahou, continue à travailler pour avoir l'engagement des Israéliens à respecter et à préserver la vie des civils dans la bande de Gaza et ailleurs, et surtout les travailleurs qui essayent d'acheminer les aides humanitaires. Certes, on sait très bien qu'il y a une crise d'aide humanitaire et de denrées alimentaires qui devraient être acheminées. Notre département de défense a essayé de construire donc ce couloir, mais ces couloirs maritimes où c'est jeté par l'air représentent juste un complément et pas un remplacement ou une substitution à l'aide humanitaire qui devrait être acheminée par voie terrestre. À vrai dire, c'est ça le problème. Il faut que ce soit le cas. C'est que le passage par voie terrestre est ouvert il y a 2 mois, il y a 6 semaines peut-être. Il y avait à peu près 500 camions qui passaient par voie terrestre. Et c'est pour ça que Joe Biden a exprimé son avis contraire et opposé catégoriquement contre une offensive contre le passage de Rafah. C'est parce que il est important que la plus grande partie des organisations humanitaires sont localisées aujourd'hui là-bas et que le passage par voie terrestre a été impacté par l'ampleur de conflits qui continue à augmenter. Donc, il est important de protéger les civils et réouverture de ces couloirs terrestres, non pas pour un nombre limité d'heures, mais pour avoir des pipelines continus et un flux continu. Je vais vous donner une statistique qui concerne les 2 dernières semaines. Seulement 147 camions, ils ont pu passer à Gaza par jour. C'est une moyenne. Parfois, le nombre de camions qui traversent par jour est beaucoup moins que ça. On essaie d'avoir 600 camions par jour. Mais après avoir reconnu il faudrait savoir qu'avant Octobre 7, il y avait une moyenne de 500 camions qui traversaient pour des besoins commerciaux le passage de Rafah et la bande de Gaza. Les personnes, ils ont perdu leur maison, les réserves de nourriture, ils ont été terminés au bout de quelques jours. C'est une des raisons pour laquelle Chuck O'Sullivan, le conseiller du président américain à la sécurité, a réitéré l'importance de faire acheminer les aides humanitaires à la population pour éviter une famine et une situation chaotique. Est-ce que c'est opérationnel? Oui, en fait, c'est opérationnel. On voudrait que sur ce passage, on voudrait qu'on puisse reprendre le rythme normal et régulier de passage. Je pense que la pression, ça se passe beaucoup plus pour les camions qui sont sur le chemin de retour du passage, parce qu'il n'y a pas assez de trafic, il y a assez de passages. Donc, il est devenu encore plus difficile de faire passer ou de faire circuler ces camions. Il n'y a pas parfois assez de fournitures qui pourraient être suffisantes pour pouvoir faire acheminer cette aide. On essaye de travailler sur la logistique et s'assurer qu'il y ait un nombre suffisant de camions qui puissent arriver à la destination finale en bon état et que ce passage puisse aider pour pouvoir alimenter et donner et nourrir à peu près plus que de 500 000 personnes par mois. D'où vient l'importance d'un
passage par voie terrestre et qu'il y ait une multiplicité à travers d'autres moyens. Passons maintenant au chapitre de l'Afrique. Administrateur Power, vous savez très bien qu'à peu près plus que 40% de la population subsaharienne manque d'accès à l'électricité. Si je reviens à 2013, vous avez lancé cette initiative qui s'appelle Power Africa. Quels sont les succès qui ont été réalisés grâce à cette initiative et quelle partie des objectifs vous étiez capable de pouvoir atteindre? Bien sûr, personne ne peut s'estimer qu'il est heureux ou qu'il peut dire qu'il est suffisant d'avoir un taux de 40 ou de 50%. Je pense pour un étudiant qui fait ses études, il est important d'avoir de l'électricité pour pouvoir réviser. Un chirurgien qui opère une opération chirurgicale a besoin de faire fonctionner l'ensemble des dispositifs médicaux. Nous considérons les pays africains et le peuple africain comme étant partenaires. Je pense que l'Afrique, on a un peu de temps, était un vecteur de changement. Il y avait beaucoup d'investissements qui ont été réalisés. Et l'estimation, c'est qu'il y a à peu près 200 millions d'Africains dans l'Afrique subsaharienne. Ils ont soit bénéficié directement ou ils ont bénéficié d'une façon ou d'une autre de l'électrification. Les gouvernements partenaires et les communautés sont de plus en plus enthousiastes par rapport à ce processus d'électrification. Vous pensez aujourd'hui que les prix de l'énergie solaire et éolienne continuent à baisser et ces nombres des personnes qui vont avoir accès au réseau électrique grâce aux énergies renouvelables va continuer à augmenter. Les énergies renouvelables représentent une source fiable d'énergie et une bonne alternative. Le Maroc est un champion dans le domaine, comme vous le savez. La question, c'est la question de coût, d'accessibilité à ces énergies renouvelables et comment, bien sûr, avoir un travail qui se fait en dehors du réseau traditionnel. Parce que vous allez pouvoir, par exemple, alimenter votre propre puits et vous allez pouvoir pomper de l'eau à partir de votre puits. Vous allez pouvoir aider ce chirurgien qui est en train d'opérer un patient et garantir la continuité. C'est vraiment un tournant décisif et c'est quelque chose qui va changer les règles de jeu pour l'Afrique. Vous étiez à Capitol Hill pour pouvoir convaincre le Congrès américain par rapport au package qui va être dédié pour le budget à venir pour USAID en 2025. Si j'ai bien compris, administrateur Power, il y a des divergences par rapport aux visions des décideurs politiques et ces divergences elles peuvent impacter la continuité de vos opérations. Question très pertinente et je vous remercie pour l'avoir soulevée. Vous savez très bien, on essaie toujours d'avoir et on va toujours atteindre une continuité de la politique américaine étrangère. Mais je prends note d'une chose, c'est malgré la disparité des visions, il y a beaucoup de divisions politiques. Nous sommes un pays bipolaire quand il s'agit de partis politiques. Mais malgré tout ça, nous sommes arrivés, démocrates et républicains, à ce qu'on appelle un package supplémentaire. Ça, c'est très important à souligner. Vous savez très bien, il y avait des packages qui ont été ratifiés à l'époque où il y avait l'agression de Poutine et des Russes sur l'Ukraine. Et il y avait l'impact et la crise qui a suivi avec les perturbations de chaînes d'approvisionnement en blé, le secteur agricole qui a subi des conséquences. Nous avons une enveloppe financière importante pour aider l'ensemble des zones sinistrées et des zones de guerre. Pratiquement $1 milliard va être dédié exclusivement à la bande de Gaza. Quand il y a des
désastres naturels ou des catastrophes suite au changement climatique, les États-Unis d'Amérique ne vont jamais épargner le moindre effort pour tendre la main aux partenaires et aux pays confrères. Et on voudrait qu'il y ait toujours une coalition mondiale qui va au-delà de ce package supplémentaire d'aide humanitaire et autres. Et l'important, c'est de pouvoir délivrer ces aides à temps sans le moindre retard. C'est ce que j'espère que ça va y avoir lieu. Et j'espère que les résultats des élections américaines ne vont pas changer l'intérêt des États-Unis d'Amérique afin qu'ils soient leaders et montrer la compassion envers les personnes qui ont peut-être moins de chance ou moins de fortune, sachant que aussi le rôle que jouait les États-Unis d'Amérique pour le changement climatique, pour l'augmentation des températures et le réchauffement climatique. Et je suis sûr et certain que les autres acteurs au niveau mondial vont suivre. Donc, il faudrait qu'on soit très persuasif et qu'on puisse convaincre les congressmen. Les États-Unis d'Amérique est un pays dont l'économie et la valeur de notre économie, de notre population devraient être reflétées par les actions que nous menons à l'étranger. Dernière question concerne l'idéalisme. En 2019, votre bouquin a été élu un des livres de l'année. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre plaidoyer pour la dignité et l'idéalisme? Cet énoncé du feu président John F. Kennedy qui disait « Je suis un idéaliste, mais sans me faire trop d'illusions ». Je pense que l'idéalisme, malheureusement, a une mauvaise réputation. Parfois, on fait passer les idéalistes pour des personnes naïves. J'en suis consciente. J'ai passé la plus grande partie de ma carrière professionnelle dans des endroits où des choses terribles ont pu avoir lieu. J'ai pu voir des millions de personnes dont leur vie a été impactée. J'ai pu voir des choses qui vont impacter des générations et des générations à venir. J'ai pu voir des pays qui ont été ravagés par la mort. Je ne suis pas naïve. Je ne pense pas qu'il y a une seule solution, mais j'ai pu voir le pouvoir des individus. J'ai vu des personnes qui ont pris par la main leur sort, qui ont poussé vers le changement. J'ai vu des personnes qui ont pu, grâce à des petits investissements, très minuscules, qui, grâce à des petites subventions ou des financements venant soit des gouvernements locaux, des gouvernements centraux, des organisations internationales ou des agences de développement, pouvoir remonter la pente et pouvoir ouvrir des portes qui étaient jusque-là inimaginables pour eux. Et c'est important. Je pense à un de mes slogans préférés. Et là où mon idéalisme est réaffirmé, c'est quand on dit, c'est peut-être shrink the change, comme on dit. C'est très important de voir les choses avec optimisme. Parfois, quand vous lisez les journaux, vous dites « Ah, ce mois-ci, il est le plus difficile. » Ah, et vous relisez les titres de journaux le mois d'après et vous vous dites « Ah non, c'est le mois encore le plus difficile. » Mais ça ne devrait pas être une limite. Nous avons pu voir l'équipe nationale du Maroc dans la dernière Coupe du Monde et ce qu'il a pu réaliser. Et je peux vous dire qu'ils ont pu réaliser une grande performance qui a montré au monde que nul est impossible. Mais il y a une voie pour créer la différence. Donc, pensez au changement. Peut-être vous n'allez pas penser être capable de changer le monde entier, mais vous pouvez changer beaucoup de choses à titre individuel. Je pense que c'est ce que fait le Maroc et c'est un grand privilège pour moi de pouvoir ça par mes propres yeux. Et aujourd'hui, vous avez joué au foot. Oui. J'ai été.
Je peux vous dire que c'était un peu moins difficile que d'être confronté au Congrès américain. Mais j'ai pu voir ces petits jeunes Marocains qui sont doués et très talentueux au football. Merci beaucoup, administrateur, pour votre visite. Merci à vous et je suis impatient de pouvoir y revenir. Merci beaucoup pour nous avoir honorés par votre présence et avoir donné cette interview exclusive à Midi 1. It was a pleasure and an honor. Thank you. The honor's mine. Thank you so much. Thank you. Voilà, donc c'est la fin de cette entrevue exclusive avec l'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international, Madame Samantha Power. C'était sur Média TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.